Bonsoir à tous chers amis et bienvenue à tous pour ce 27e Behind the Ring. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir une personnalité un peu différente en lien avec la politique, en la personne de Monsieur Mounir Majoubi, député LREM de Paris 19e, ex-secrétaire d'État au numérique. Il a notamment été aussi entrepreneur dans l'économie solidaire, vraiment un parcours fascinant avec cette personnalité qui aime la boxe, semé d'embûches. Il va nous raconter tout ça. Vraiment, il est parti vraiment de tout en bas. Il s'est fait lui-même. C'est un super exemple de réussite à la française. On va pouvoir en parler avec lui et je vais donc accueillir Mounir sur le live. Hello, bonjour à tous. Oui, bonjour Mounir, comment ça va? Eh ben, ça va plutôt bien. Super. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup de partager ce petit moment avec nous. C'est très sympa de ta part. Merci à vous. Merci, il n'y a pas de souci. Alors, on va démarrer. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, en Alors, tant qu'homme déjà? ça arrive. Je m'appelle Mounir Majoubi, j'ai 36 ans et j'habite à Paris 19e. Aujourd'hui, pendant qu'on se parle, je suis le député du 19e arrondissement. Tu l'as dit tout à l'heure dans la présentation, les 2 dernières années, j'étais secrétaire d'État chargé du numérique dans le gouvernement actuel. Et sinon, ma vie, c'est la vie d'un garçon qui est né, qui a grandi à Paris. Mes parents, ils sont nés au Maroc, ils ont grandi au Maroc, ils ont immigré dans les années 70. Moi, je suis né dans les années 80, dans le 12e. Et ma mère était femme de ménage, mon père peintre en bâtiment. On a eu une vie populaire, plutôt pauvre dans Paris, mais euh, une vie où j'avais la chance que mes deux parents travaillent et où l'école, ça se passait très bien pour moi. Et j'avais la chance d'avoir un cadre autour de moi euh, qui était stable et qui m'a permis de me construire. Et j'ai toujours été passionné par une chose et qui a construit toute ma vie, c'est Internet. Et donc très tôt, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Je travaillais chez Club Internet. Je ne sais pas si tu te souviens, les CD. Oui, oui, à l'ancienne, oui, oui, c'est ça. C'est les premiers pas de l'Internet, Et effectivement. ben, j'ai travaillé 10 C'est ans ça. chez Club Internet, de mes 16 ans D'accord. jusqu'à mes 26 ans, et j'étais technicien réseau. C'est-à-dire, je faisais la hotline du week-end et de la nuit, et je réparais les connexions Mhm. des gens et tout ça. Et alors, pendant que j'étais technicien, j'ai continué mes études. J'ai fait du droit, je suis allé à Sciences Po, j'ai fait de l'économie, de la finance, je fais beaucoup d'études. Je suis parti un peu à l'étranger aussi pour étudier les sciences politiques. Et quand je suis revenu, j'ai pas fait de la politique, j'ai créé plusieurs startups, plusieurs entreprises du numérique, Oui, dont une qui s'appelle La Ruche Kidiwi, qui est tout à fait, très une connu. startup qui permet la création de communautés locales pour acheter des produits frais auprès des agriculteurs. Et puis après, j'ai créé une autre société qui s'appelle Possible Future. Entre-temps, j'ai aussi dirigé pendant quelques années une agence à Paris qui s'appelle BETC Digital. Bon, j'ai eu la chance d'avoir une carrière professionnelle riche et parallèlement à ça, je me suis toujours engagé à la fois dans le milieu associatif, dans le milieu syndical et en politique. Et c'est pour ça que j'ai souvent été le monsieur numérique de Ségolène Oui, Royal en 2002, ensuite de oui, François Hollande en 2006, pardon, Ségolène Royal en 2006 et François Hollande en 2012, et ensuite Emmanuel Macron en 2007, oh, pardon, en 2017. 7. Et c'est comme ça que aujourd'hui je fais une pause professionnelle, c'est-à-dire que je suis plus entrepreneur, je fais de la politique, c'est-à-dire que je représente les gens, je représente les habitants du 19e et j'essaye de le faire le plus dignement possible et le plus en étant le plus présent possible. Très bien. Eh ben, écoute, c'est une présentation très complète et vraiment très variée. Il y a beaucoup de choses dans ta vie. Est-ce que, alors, pour parler un peu de sport avec nous à l'Apollo, est-ce que tu peux nous dire quel rôle doit jouer une politique sportive au sein d'une ville et notamment à Paris? Est-ce que tu as un point de vue là-dessus? Ouais, la politique sportive, elle est extrêmement importante parce que le sport, c'est plein de choses. Il y a ce que le sport fait déjà à la santé. Ça, c'est pas négociable. Le sport, ça fait du bien à la santé individuelle. Aujourd'hui, on s'en rend enfin compte. Il a fallu quand même plusieurs décennies pour qu'on se dise, tiens, peut-être que les gens qui ont des surfacteurs de risque, il faudrait peut-être même leur financer des cours de sport. C'est la première fois que ça arrive depuis cette année. Euh, on le fait pour aller mieux, pour avoir une meilleure santé globale. Et là, on l'a vu avec Covid-19, toutes les personnes qui avaient du surpoids, une absence de sport sur de très nombreuses années, Oui, sont des facteurs d'aggravation des maladies. Ça, c'est le numéro un. Le numéro 2, et ça va beaucoup avec la jeunesse, c'est un facteur d'éducation, le sport. Le sport qu'on fait avec d'autres, le sport qu'on fait dans un club, le sport qu'on fait avec un collectif, c'est un endroit où on va se construire à côté de l'école et à côté de la famille.
Il y a l'école pour les savoirs et pour les savoirs fondamentaux et pour se construire. Il y a la famille qui vous apporte ce qu'elle peut vous apporter. Parfois, c'est plus dur que dans certaines familles que dans d'autres. Et puis, il y a le sport. Et le sport, c'est vraiment un endroit où vous allez, par exemple, même si vous n'êtes pas bon à l'école, vous allez peut-être trouver dans le sport quelque chose d'autre. Moi, j'étais très bon à l'école, mais au judo, quand j'étais petit, c'était un endroit où je venais chercher autre chose. Ma relation avec les autres, c'était pas la même qu'à l'école. C'est pas les mêmes forces en moi que j'ai trouvées. Et en tant qu'adulte, ce que je raconte pour les enfants, c'est aussi valable. Il y a ce qu'on fait à la famille, en famille, il y a ce qu'on fait au travail, et il y a ce qu'on peut faire dans le sport. Il y a des traits de personnalité qu'on peut développer. Il y a une force mentale qu'on peut développer, et puis il y a une force physique. Et tout ça, c'est des choses qui construisent un être humain plus global, plus complet. Et les sports, ils évoluent aussi avec la vie. Moi, j'ai fait du judo très longtemps. Après, j'ai fait une grande pause. J'ai pas fait de sport du tout, et ça, je l'ai ressenti dans mon corps, quoi. J'ai pris beaucoup de poids. Et puis après, j'ai voulu reprendre, et j'ai voulu reprendre par la boxe. Et donc, je fais à la fois du Muay Thai et de la boxe anglaise. Et j'ai aussi voulu reprendre le squash. Parce que moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez apaisé. En politique, je suis assez combatif, mais je ne suis pas connu pour être un violent. Mais en Oui. boxe, là, je peux essayer d'aller trouver des choses nouvelles. Là, je peux essayer d'aller chercher des forces nouvelles en moi. Très bien. Je partage tout à fait ce point de vue. C'est vrai que le sport, c'est un outil de santé publique et puis un outil aussi sociabilisant. Donc, je crois que c'est le rôle logique que les clubs ont à jouer. Tu parles de politique, tu dis que tu n'es pas très combatif. Est-ce que pour toi, la politique, elle peut s'apparenter parfois à un parallèle un peu avec la boxe, un affrontement? Ah, mais la politique, c'est en permanence un affrontement. C'est un affrontement entre des idées différentes. C'est quoi le principe des élections? Le principe des élections, c'est qu'on présente à tous les habitants et à tous les électeurs des idées différentes. Et on leur dit, vous choisissez. Mais une fois qu'on est élu, c'est pas fini. Parce que ceux qui n'ont pas été élus ou ceux qui ont été élus et qui ne sont pas d'accord avec vous, bah, ils vont Ouais, continuer ça à peut dire, l'être. bah, vous pensez ça, moi je propose autre chose. Et donc vous êtes en permanence en train de défendre vos idées et de vous battre pour les faire passer. Mais là où c'est une vraie métaphore de la vie politique, le combat de boxe, c'est que parfois dans un combat, on est fatigué. On est fatigué, on n'a plus la Oui. force, on est sur la fin, on se protège vachement et on se dit tiens, ce serait le temps que je puisse revenir au combat. Et on se rend compte que la force pour revenir au combat, elle est très dure. Il faut aller chercher loin. En politique, c'est pareil, hein. Honnêtement, on va se dire quelque chose de très personnel. J'ai essayé d'être Oui. candidat tête de liste pour être candidat à la mairie de Paris. Ça n'a pas marché. Mhm. C'est un autre qui a été désigné à ma place. J'ai quitté le gouvernement pour ça. Je m'étais préparé à ça pendant 1 an et demi. Et ça, bam, ça descend. Bah, pour se relever et continuer à retourner au ring et se dire pourquoi est-ce que j'ai voulu faire de la politique à l'origine? C'est quoi mon combat? Pour qui je suis là? Est-ce que je suis là pour moi? Est-ce que je suis là pour les gens? Bah, tu vas chercher tout ça, comme quand tu es sur le ring. Tu te dis pourquoi je suis là? Est-ce que je veux là? Est-ce que c'est la honte? Est-ce que c'est pourquoi je suis venu pour perdre? Et là, on peut retrouver de la force, retrouver le sens du combat et retourner. Ouais, c'est effectivement le parallèle, il est génial. Parfois, c'est tomber pour mieux se relever. C'est vrai qu'on voit beaucoup ce parallèle également en politique. Je partage totalement ce point de vue. Pour coller un peu à l'actualité et donc le Covid, euh, est-ce que toi, quelle est ta vision de la pratique sportive post-confinement? Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir, enfin, comment tu envisages les choses? Qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta vision sur le point de vue du sport après le Covid? Bon, il y a après le Covid dans quelques mois et il y a tout de suite. C'est-à-dire que là, Exactement. on est encore en phase de convalescence collective. On est dans un Oui. moment, le déconfinement strict, il est fini, mais on est dans une phase qui n'est pas encore la liberté totale. On est dans une phase où on a encore très peur de contaminer d'autres gens. On a peur que le virus redémarre et qu'il aille toucher les plus faibles. C'est pour ça qu'on est obligé de faire des mesures qui empêchent toutes les actions qui sont de nature à accélérer la diffusion. C'est pour ça que les restos et les bars, ils sont toujours fermés. Et donc, dans les salles de sport, moi, avec une dizaine de députés de Paris, on a écrit une lettre à la ministre des Sports en disant il y a plein de choses qu'on peut faire dès aujourd'hui dans les salles de sport, dans les salles de boxe, dans Oui. les dojos, dans les salles de squash dans Paris, qui vont permettre aux gens de reprendre une activité en respectant toutes les normes qui nous permettent d'empêcher la diffusion du virus. Donc là, depuis le 11 mai, la règle, c'est zéro risque absolu. Donc, c'est pour ça que la seule chose qui a été autorisée, c'est la pratique en extérieur. Bon, moi, je suis membre de Apollo 19e. J'ai été inscrit au cours de Oui. lundi soir. On a fait un cours lundi soir sur le bord du canal. Pendant 1 heure et demie, on a fait, bah, c'était pas de la boxe, on a fait du shadowboxing et on a fait de la condition physique. Bah, ça m'avait beaucoup manqué. On était neuf, exactement neuf, la limite maximum pour faire des exercices collectifs. On était tous séparés à chaque fois de plusieurs mètres les uns des autres. Ça, c'est une pratique qu'on va pouvoir faire pendant quelques semaines seulement. La question, c'est quand qu'on va pouvoir rentrer dans une salle? Quand est-ce qu'on va pouvoir le faire et avec quelles règles?
C'est ça qui est en train d'être discuté en ce moment au ministère de la Santé. Les députés sont au ministère des Sports et de la Santé. Les députés sont écoutés. Nous, on a fait des propositions. Moi, j'ai envie qu'on puisse ouvrir, par exemple, les salles de squash pour que les gens puissent jouer seuls, pas à deux. Dans les salles de boxe, on peut expliquer très clairement que on peut faire des cours où les gens ne sont pas en contact l'un avec l'autre, où ils ont une pratique individuelle et où on peut empêcher la diffusion. Lundi soir, dans le cours que j'ai fait, on avait tous un masque, on a tous respecté les distances. Si dans la salle, on a tous un masque, qu'on respecte tous les distances, qu'il y a une bonne aération, eh ben, on arrive à diminuer drastiquement les masques. Alors c'est pour quand? Moi, j'espère sincèrement qu'au mois de juin, on sera capable d'avoir une pratique intérieure avec des règles strictes. C'est en tout cas ce que nous, on a proposé. J'espère que la ministre, avec tous ses experts autour d'elle, va identifier que là, il y a une vraie opportunité pour nous tous et j'espère que ça va être le cas. En plus, tu lis mes questions parce que c'était ma question d'après. Donc, effectivement, quand est-ce que tu pensais que ça pouvait réouvrir? Donc, au courant du début juin, pour le coup, c'est peut-être envisageable en fonction de l'évolution de la mesure sanitaire. En fait, ce qui se passe, vous avez vu, hein, depuis le 11 mai, on peut sortir. Ça veut dire que les contaminations qui auront lieu le 11 mai, elles vont arriver 15 jours après, parce que le virus, il met 15 jours avant de faire les symptômes chez les gens. Donc, ça veut dire c'est à partir du 15 plus 11, c'est à partir du 26 mai qu'on va pouvoir regarder les chiffres de l'hospitalisation. Si du 26 mai au 2 juin, c'est l'explosion totale, bon là, il n'y a pas que le sport qui va être interdit, malheureusement. Ça veut dire qu'on va revenir à des conditions beaucoup plus strictes. Si par contre, on imagine que le 26 mai, on se rend compte que finalement, les courbes, elles restent très plates, que les admissions aux urgences, elles restent très plates, qu'il n'y a pas d'explosion du nombre de cas, ben là, on va ouvrir encore plus de choses. Et on va pouvoir aller encore plus loin dans les libertés pour le sport, pour le commerce, pour tout le monde. Sûr. Mais ça va se jouer vraiment, hein. Il y a une date, le 26. Du 26 au 2, les quelques jours qui se suivent, c'est là il faudra tous regarder avec beaucoup de Bah, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une question dans le fil de Stéphane qui nous dit est-ce que les salles de sport sont dans le même lot que les bars et restaurants? Est-ce que c'est un peu lié à cette situation d'accueil du public, par exemple? Alors non, c'est pas exactement la même chose. D'accord. C'est juste, on va se poser la question en même temps pour eux et pour eux, mais c'est pas la même chose dans le sens où si par exemple on autorise, si attention, hein, c'est des propositions qu'on a faites. Oui, bien sûr, oui, oui, absolument. C'est des propositions. Si on autorise les salles de sport à accueillir les personnes à l'intérieur en disant 4 mètres carrés par personne, avec masque, interdiction d'utiliser les sanitaires et les vestiaires, bah, ça, un restaurant ne peut pas le faire. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait potentiellement ouvrir des salles de sport avec distanciation 4 mètres carrés, etc., avant d'ouvrir les restaurants. Parce que ce qui est le plus dur dans un resto, c'est pourquoi les restaurants parisiens, ils sont formidables. Parce qu'on se touche tous, parce qu'on est à côté de la table d'à côté, parce que c'est sympa, etc. Et c'est quoi le truc le plus grave pour le virus? C'est ça. Alors que la salle de sport, Oui. honnêtement, personne aime être dans une toute petite salle de sport. Donc c'est pour ça que tous les clubs qui vont réussir à trouver de l'espace pour les clubs, chacun, hein, quand on regarde l'architecture des clubs, on voit qu'on peut mettre les gens dans différents angles, changer la façon de faire le cours, changer les dynamiques, Oui. etc. C'est pour ça, moi, je suis même plus optimiste sur l'ouverture des cours intérieurs distanciés que sur l'ouverture des restos et des bars, malheureusement. Oui, oui, et je partage ce point, Mounir. Effectivement, c'est vrai que nous, on a une expérience en accueil du public sportif et on est capable de délimiter des espaces pour que les gens ne se touchent pas, qu'ils puissent faire des ateliers de loin, des ateliers personnels. Tu l'as très bien expliqué sur la façon de donner les cours. Donc, je partage totalement ça. Pour enrichir ce que tu dis sur le sport pendant cette crise du Covid, est-ce que justement le sport peut-il être une barrière contre le Covid? On parle beaucoup du sport comme outil de santé publique, d'utilité publique. Est-ce que toi, tu penses que ça peut être une barrière aussi contre le Covid? Il ne faut pas faire de grandes affirmations. Ce qui est sûr, c'est que quelqu'un en bonne santé, dans un état de forme positif, avec un corps en état de forme positif, il est dans des prédispositions plus positives pour lutter contre la maladie. Mais on ne peut pas dire que plus de sport égale moins de Covid. Mais en tout cas, on peut dire que plus de sport égale moins de maladies. Ça, il y a des milliers d'études qui le montrent. On a une meilleure réponse immunitaire, on a une meilleure réponse globale, on descend moins vite dans les cas les plus graves quand on a un corps qui a un IMC inférieur à l'IMC du surpoids. On va bien en parler, ouais. Tous ces sujets sont vraiment, vraiment importants. Après, de manière extérieure, quand moi je regarde ça, c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui sont atteints donc, du Covid et qui effectivement ont des problèmes de santé, qu'ils soient respiratoires ou des problèmes d'obésité. Et on voit que c'est les premières personnes qui sont touchées par le Covid. C'est là que je me disais que peut-être il y avait un lien aussi avec le sport en tant qu'outil préventif. En général, moi j'en suis convaincu, le sport pour une bonne condition physique globale, c'est bon pour la santé. Et enfin, on a des études qui l'écrivent, enfin la sécurité sociale le reconnaît et enfin elle le rembourse.
Donc ça y est, on a dit, clairement. le sport, ça fait qu'on est en meilleure santé. Voilà, c'est ça, il faut le dire, le répéter. Après, il ne faut pas dire que c'est un médicament, parce que c'est le sport à Ouais, long terme, c'est le fait d'avoir une condition physique pendant plusieurs années qui fait qu'on est positif. C'est pas d'en faire quelques heures une fois qu'on est malade, malheureusement. mais c'est un des outils effectivement du bien-être. Pour parler un peu de boxe, Mounir, donc effectivement, tu l'as dit, tu pratiques la boxe à l'Apollo. Quel regard toi tu portes sur l'activité en général? Et puis ensuite, on peut parler un peu du monde, j'ai envie de dire la vitrine un peu de boxe, notamment des compétitions. Quel regard tu portes déjà sur la discipline en elle-même? Ce qui est intéressant avec la boxe en France, en tout cas, c'est sa diversité. C'est la diversité sociale. Honnêtement, hein, quand on regarde même les pratiquants dans les clubs Apollo, quand on regarde les pratiquants dans tous les clubs ou même dans les compètes, c'est un sport qui va des quartiers les plus pauvres jusqu'aux quartiers les plus bourgeois. Clairement. C'est un truc qui est à la mode en ce moment chez les jeunes avocats comme les jeunes qui sont dans des lycées, dans des quartiers populaires. Donc ça veut dire que c'est un sport qui a réussi à trouver quelque chose d'universel. Là, en ce moment, vous avez vu, le MMA, il vient de rentrer même dans la fédé de Oui, boxe. Donc, ça veut dire qu'il y a absolument. un ensemble global de certains sports de combat au contact qui donnent envie aux gens d'aller exprimer des choses qu'ils auraient exprimées ailleurs, mais qu'ils vont exprimer dans le sport et développer dans le sport. Et en ça, la boxe, elle a quelque chose de très fort. Moi, j'ai pratiqué pendant 10 ans les arts martiaux. Et vraiment, dans la boxe, j'ai vu une espèce de continuité urbaine des arts martiaux. C'est-à-dire que j'ai retrouvé un système de valeurs, j'ai retrouvé des systèmes de respect, j'ai retrouvé des systèmes de dépassement de soi par la force, etc. Mais c'est pas la même chose. Il y a une satisfaction un peu plus rapide à la boxe euh, euh, et, qui, euh, et qui peut expliquer aussi l'envie qu'ont les personnes de tout de suite en faire beaucoup. Vous avez vu, là, il y a le développement de pas mal de clubs à Paris, vous en avez fait plusieurs. Moi, je suis aussi Bien dans un autre sûr. club dans le 10e. Ça fait Mhm. que les gens, en faisant, ils montrent l'exemple aux autres autour d'eux et ça donne envie à encore plus de gens d'en faire. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Je crois que c'est important qu'on puisse développer l'accessibilité de la boxe. On a dit que ça existait beaucoup dans les quartiers populaires. Oui, mais ce n'est pas encore une pratique facile en Et- amateur. C'est-à-dire qu'il n'y Mhm. a pas beaucoup de clubs amateurs où on peut arriver sans matériel, sans payer très cher. Ça existe encore, heureusement. Il faut qu'on arrive à encore plus développer ça. Il y a les clubs privés, heureusement. C'est ça aussi qui nourrit une fédération globale, c'est qu'il y ait du très haut niveau professionnel, du privé et du associatif. Et c'est quand on mélange bien tout ça qu'on arrive à faire des choses. Et puis après, pour la discipline en tant que compète, moi, je vais te dire en vrai, hein, je suis pas un grand fan de compète de boxe. Je connais pas les champions, D'accord. je suis pas les compètes. Je viens aux compètes de l'Apollo, je regarde Oui. les différentes pratiques, mais aujourd'hui, tu vois, c'est ce que tu construis quand tu es ado. Moi, je suis au dernier mondiaux de judo, je suis resté sur ce que je connaissais, mais je vais m'intéresser de plus en plus à la boxe. Mais c'est là où la boxe, elle peut gagner un peu, c'est plus il y a des pros, plus il y a des compètes avec beaucoup de spectateurs, plus ça rapportera de l'argent en fédéral, plus ça diffusera dans les associations et plus on pourra continuer le développement, quoi. Clairement, bah c'est vraiment une super vision, Mounir. Pour conclure cette interview, est-ce que tu peux nous donner un peu d'actualité sur toi, tes prochaines séances? Voilà, qu'est-ce qui va se passer dans ton futur proche à court terme et puis ensuite à moyen long terme si tu as des projets derrière? Bon, moi, mon projet maintenant, c'est d'être pleinement député du 19e. J'ai été ministre, j'ai voulu être candidat à la mairie de Paris. Je suis le député d'ici, les gens me connaissent ici. Là, en ce moment, c'est le Covid. Je sers qu'à deux choses, voter la loi et être utile aux habitants du 19e. Voter la loi, j'étais à l'Assemblée ce matin. Aujourd'hui, vous savez, on est dans un fonctionnement un peu bizarre à l'Assemblée nationale, qui est que, à cause du Covid, on ne peut pas être tous là-bas. Donc, on n'est que 60 par 60. On est quasiment 600. On est 577. Il n'y en a que 60 en même Mhm. temps. Donc on fait une rotation. Donc j'y vais une fois toutes les 2 semaines en ce moment. Je travaille à distance, je fais des rapports sur les sujets numériques en disant attention sur ces sujets-là, il faudrait faire attention à cet aspect-là, à cet aspect-là. Mais surtout, mon rôle aujourd'hui, je fais beaucoup le tour des écoles, le tour des associations, des lieux culturels pour voir si tout se passe bien pour eux. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit on a besoin de rien, tout va bien. D'autres qui m'ont demandé un peu d'aide. Le truc que j'ai fait la semaine dernière qui m'a fait chaud au cœur, il y a un médecin, je lui demande est-ce que ça va les masques et tout. Il m'a dit écoutez, il y a tout qui va bien sauf un truc, la connexion Internet, elle marche pas. Donc on a regardé ce qui se passait, ça marchait pas. J'ai envoyé un courrier au patron de Free et ils ont réparé la connexion et le médecin il a pu être connecté. Donc tu vois, c'est pas vraiment mon métier D'accord. d'origine, Ok. mais j'étais content de le faire. Donc voilà, je suis là, j'habite à Porte de la Villette. L'actualité du moment, c'est comment on fait pour que ça aille mieux dans le 19e.
Ouais. Une dernière Ouais. question, Mounir, très intéressante selon moi, une question de Stéphane qui nous demande, le sport digital va-t-il se développer selon toi? C'est vrai que pendant le Covid, on a vu des habitudes de gens qui faisaient du sport sur Internet, donc avec l'écran. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va se démocratiser, toi qui as un lien avec les nouvelles techno notamment? Bah, je pense que oui, et je pense que c'est très bien et que c'est pas la fin du coach. Au contraire, ça peut être le début du Oui, nouveau coach. C'est-à-dire que les oui, gens, oui, ils ont commencé à se fatiguer de regarder des vidéos mal traduites en anglais, avec des trucs en boucle, oui, avec des pas qui se répétaient. Et tout le monde avait envie de regarder les lives, et souvent de regarder les lives d'un prof qu'ils connaissent. Et ce qui est oui. intéressant, c'est que sur Instagram, sur YouTube, sur toutes les plateformes, tous les profs et les coachs, ils se sont dit, tiens, je vais essayer de faire un truc, et ils ont tout de suite eu le retour de leurs élèves qui sont venus. Moi, je pense qu'on va avoir des nouvelles stars du coaching en ligne. Les clubs, ils vont devoir s'adapter entre ce qu'on fait en ligne, ce qu'on fait en physique, comment on avance. Les gens, ils ont compris que dans leur salon, on pouvait faire pas mal de choses. Là, toute la condition physique avec poids du corps sans matériel, on peut faire des centaines d'exercices qu'on fait déjà en salle et qu'on peut compléter à la maison. Après, ça remplace pas. Moi, j'ai vu lundi, faire Oui. corriger son squat 2, 3 fois parce que on a oublié un peu de bien se tenir, parce que dans le shadow, on commence à se fatiguer tout seul. C'est ça, à ça que ça sert de se voir physiquement en vrai, quoi. Et puis au-delà de la partie sportive, il y a aussi le contact du club. C'est vrai que le fait de voir des gens, c'est le lien social en fait qui remplace ça. Ça, pour le coup, c'est vrai que c'est le gros point positif du sport, quoi, C'est le gros point positif d'avoir et une du salle près de club. chez soi, d'y retourner régulièrement, de croiser les mêmes têtes, de se mettre à sympathiser, à découvrir. Donc oui, moi, Mm. mon conseil à tout le monde, c'est d'avoir une salle où ils vont près de chez eux, une association sportive, une Ah oui. salle privée. Chacun en fonction de ses moyens, chacun en fonction de ses envies, trouve un lieu où, moi, je trouve ça hyper enrichissant, en plus de la famille, en plus des amis, en plus des collègues, bah, il y a un autre endroit où tu vas et c'est d'autres gens avec une autre diversité. Tiens, d'ailleurs, il y a coach Shérif, coach de l'Apollo, qui te demande, Mounir, tu viens quand au street workout, donc l'atelier de muscu? Quand est-ce que tu viens au Bah, 19e? dès qu'il refait un street workout, j'y vais. Mais la dernière fois que j'y suis allé, le shérif, il m'a tué. Je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus rien faire. Ok, super. En tout cas, Mounir, je vais vraiment te Merci remercier à pour toi. ton temps, pour ta simplicité, ta sympathie. Vraiment, c'est super de pouvoir donner du temps aussi à des gens comme nous, de pouvoir partager un peu avec toi. On est ravis. Et encore bravo pour tout ce que tu fais pour le 19e et au plaisir de te retrouver à la salle À très bientôt. bientôt. Salut. À très bientôt. Je rappelle à tous les spectateurs que si vous voulez retrouver l'interview de Mounir, vous pouvez la voir pendant 24 heures dans la story du compte Apollo Sporting Club. Et puis vous pouvez retrouver également toutes les interviews de Behind the Ring directement sur notre chaîne YouTube. Bonne soirée à tous. Et maintenant, on a rendez-vous là maintenant avec Coach Ahmed pour le cours de circuit training en ligne Mounir. Tu vois, on fait le lien avec le club. À plus. Allez, bonne soirée. À bientôt à tous. Ciao.